Quand vous parlez de valeurs laïques chrétiennes, n'avez-vous pas peur que les membres des églises indépendantes et de l'église, je ne sais pas, l'islam plutôt, soient un peu lésés? Parce que quand vous parlez un peu du christianisme et le Congo est un État laïque. Oui, madame, je comprends bien, mais vous savez que le Congo-Kinshasa, Oui. Il ne faut pas qu'on se voile en tout cas la face. Le Congo-Kinshasa, depuis que le christianisme a pénétré notre République, il y a au moins plus de 95% de la population congolaise est chrétienne. Donc, cette population est chrétienne. Mais néanmoins, c'est la raison pour laquelle, dans notre idéologie, nous venons de parler des valeurs éthiques et morales. Donc cela signifie que, quel que soit, effectivement, que ce soit l'islam, que ce soit ou d'autres religions, effectivement, se retrouvent dans ces valeurs éthiques et morales. Mais d'ailleurs, même certaines valeurs chrétiennes, eh bien, même vous allez vous rencontrer dans certaines valeurs, vous rencontrerez effectivement une certaine interrelation avec des valeurs d'autres religions. Je trouve que c'est par exemple l'amour d'autrui, etc. C'est très important parce que nous avons eu l'opportunité une fois de rencontrer la présidente du CDH, en la personne de Mme Milquet, qui était avant membre du parti chrétien socialiste en Belgique et qui est devenu le CDH actuellement. Et elle nous a dit quand même qu'il était très important de dissocier la religion et la politique. Absolument. Parce que la politique et la religion, il y en a d'autres peut-être qui vont se sentir lésés quand vous parlez plus de valeurs chrétiennes. Donc je ne sais pas si cela peut être une écharde dans vos projets de société. C'est la raison pour laquelle nous disons que ce sont uniquement des valeurs laïques, parce que la République est laïque. La République démocratique du Congo est une république laïque. C'est-à-dire quand vous partez en église, ceux qui s'occupent effectivement à former les âmes, ce sont des pasteurs, ce sont des prêtres, ce sont des monseigneurs ou des imams. Ça, ce n'est pas notre problème. Mais ce qui nous dit effectivement de pratiquer dans la vie sociale, c'est ça ce qui est laïque. Donc, nous nous inspirons effectivement de ces enseignements-là qui forment en tout cas les valeurs de base, le savoir-vivre dans la société. Mais nous ne sommes pas en tout cas, nous ne pratiquons pas, nous ne sommes pas des prêtres ou même introduire la religion dans la politique. Là, en tout cas, c'est anticonstitutionnel. La République démocratique du Congo est une république laïque. Voilà. Merci bien, professeur Suga. On essaie un peu de revenir à ce qui se passe au Parlement, parce que c'est très important. Tout à l'heure, nous avons essayé de parler du niveau d'études des gens qui sont appelés à gérer le pays. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'avec de telles déclarations, des parlementaires qui nous disent que le niveau d'études n'est pas important, nous ne risquons pas d'avoir des gens illettrés au Congo et des gens qui vont négliger les études, parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'enfants de rue, il y a des phaseurs dans tous les coins de rue, il y en a d'autres qui vont à l'école mais qui n'étudient pas, qui pratiquent l'école buissonnière et puis qui corrompent les professeurs, que ce soit à l'université, que ce soit à l'école secondaire et primaire. Aujourd'hui, les études n'ont plus de valeur. Est-ce que vous n'avez pas peur que nous retournions encore en arrière, c'est-à-dire vraiment à l'époque des hommes de caverne? Eh oui, madame, c'est ma crainte. Si vraiment nous avons de tels parlementaires avec de telles déclarations, c'est que le Congo rentre à l'ère moyenâgeuse. Vraiment à l'état primitif, disons. Absolument. Parce que dans ce monde qui est un monde mondialisé, où la gestion efficace, que ce soit des entreprises ou même de votre propre famille, ou la gestion efficace de la chose de la cité est devenue en tout cas une arme pour pouvoir résister contre la mondialisation et se faire une place dans cette globalisation. Et nous avons des députés qui disent, écoutez, les compétences ne signifient rien. Il faut être, même si vous n'avez jamais fait de l'école, vous pouvez être effectivement député ou commissaire des zones. Mais comment un commissaire des zones, ou comment un député pareil, comment un gouverneur pareil, comment un chef de l'État pareil doit parvenir à comprendre les projets de développement, doit parvenir à concevoir comment, en tout cas, quel type de politique il faut mettre au point, ou même si on a raisonné pour lui, comment il pourra apprécier à sa juste titre les différentes, ou à leur juste titre, les différentes décisions qu'il doit en tout cas prendre dans ces matières-là, concernant le développement de notre pays, concernant la bonne gouvernance, concernant le mode de gestion du pouvoir qu'il faut appliquer, concernant les compétences qui doivent être réparties entre le pouvoir central et le pouvoir locaux, donc le pouvoir des provinces, concernant les multitudes de domaines. C'est pour cela qu'en ce moment-là, nous serons à la merci tout justement des pays développés ou des pays qui sont parvenus à avoir une élite bien formée et qui, effectivement, peuvent mieux gérer leur pays par rapport à nous. Et nous resterons toujours dans la guerre. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui passera-t-il? Eh bien, on va toujours, pour pouvoir conquérir le pouvoir comme c'était à l'époque de Machiavel, il fallait automatiquement
aller déclencher fait, la guerre mais ça pour se pouvoir fait, toujours mais rester au pouvoir. Ça se fait encore aujourd'hui, professeur. Absolument. On ne se voile pas la face. Aujourd'hui, il y a plein de présidents de partis politiques qui font le tour de l'Afrique, qui vont voir des présidents des pays qui sont amis au Rwanda pour avoir une place au Congo, d'autres qui font les États-Unis. On dirait que le Congolais lui-même n'a pas le culot et le pouvoir de diriger un pays tel que le nôtre. Donc, il faut que nous ayons l'aval, que nous ayons des plans politiques qui viennent de l'Occident. Je ne critique pas. Nous sommes dans la mondialisation. C'est vrai que nous avons besoin des pays voisins, nous avons besoin des pays de l'Occident, mais nous ne sommes pas contraints de suivre une ligne de conduite qui nous est donnée par d'autres personnes, professeur. Mais si vous manquez réellement de vrais experts et que vous ne voulez même pas informer, ou même si vous avez ces experts-là, vous ne voulez même pas entendre parler, ce qui compte pour vous seulement, c'est d'avoir un poste clé au niveau de l'État, au niveau de la République, et puis vous avez votre argent, vous nourrissez votre famille et vos enfants, et la population, on s'en fout carrément, le développement du pays, on s'en fout carrément, mais comment voulez-vous que les autres ne puissent pas venir effectivement venir vous coloniser pour la deuxième fois ou pour la troisième fois, c'est normal. Et quand, par exemple, je vois les députés qui sont censés défendre l'enseignement, qui sont censés connaître que l'enseignement, c'est la base, effectivement, du développement d'un pays, parce que c'est là où on forme les gens qui doivent demain développer notre pays dans tous les domaines. Domaine culturel, domaine social, domaine économique, domaine politique, j'en passe. Quand j'entends des déclarations de tels députés, alors, vraiment, on dirait que je me trouve, je ne sais pas, je me revois encore à l'Antiquité. C'est normal parce que de tels députés, non, ils n'étaient pas élus par le peuple, donc ils n'ont pas de comptes à rendre à la population. Ils ont des comptes à rendre seulement à leurs belligérants. C'est normal que de tels députés puissent effectivement faire de telles déclarations. C'est pour cela que de tels députés, quand il y a eu la discussion au niveau des problèmes des salaires des enseignants, c'est pour cela qu'ils ne voulaient même pas qu'on augmente, ils ne voulaient même pas en discuter. Parce que pour ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire parce que lui, il a sa vie, il gagne l'argent en tant que député, je ne sais pas 1000 euros, je ne sais pas dollars. Il vend les ressources du pays. Il est bien avec sa femme et ses enfants. Peut-être ses enfants se trouvent en Europe ou je ne sais pas. Il vend les ressources du pays au détriment du peuple. Alors c'est normal qu'il fasse de telles déclarations. C'est une aberration. L'enseignement dans un pays doit être maximisé et doit être la priorité des priorités parce que c'est là où on forme les savoir-faire des gens qui doivent développer notre pays. C'est là où nous aurons des vrais chefs de l'État, des chefs présidents de la République qui sont bien formés, des vrais ministres, des vrais technocrates bien formés, des vrais députés qui doivent discuter des vrais dossiers de leur circonscription. Par le dossier de développement culturel, de développement économique, de développement ceci, cela. Merci mais si vous n'avez pas de telles formations, comment voulez-vous défendre votre circonscription au niveau effectivement de l'Assemblée nationale? Ce n'est pas possible. Je crois que vous êtes sorti de votre gong, vous êtes vraiment vexé par rapport à ces certaines déclarations. Mais revenons toujours aux parlementaires parce qu'on n'y peut rien, c'est un sujet qui est vraiment de normes actuellement. Ils nous ont parlé aussi de la caution. Ce problème de caution, franchement, donc à y croire que pour être président de la République, il faut être milliardaire, il faut être millionnaire pour pouvoir poser candidature. Vous êtes un candidat potentiel aux présidences de la République. Est-ce que pour vous, c'est facile de trouver cette somme d'argent pour proposer candidature? Mais vous savez, c'est ça qui est quand même malheureux et dramatique. On dit que nous sommes dans une démocratie, mais on observe que les belligérants au pouvoir ont noyauté les systèmes dans le sens que, et ce n'est pas en vain que d'ailleurs hier, quand je dis hier, donc l'année passée, pour pouvoir, au niveau d'abord des territoriales, ils sont disputés, quittent les territoires. Oh voilà, on ne m'a pas donné le territoire riche ou bien la province riche, quitte donc pour voilà, c'est des entreprises riches. Mais c'est normal. Ils sont là, effectivement. Est-ce que vous avez vu que sur le plan économique, ils ont fait quelque chose pour notre population? Est-ce que vous avez vu que ces belligérants au pouvoir ont créé des emplois? D'ailleurs, le résumé est que 4 plus 1 égale incompétence notoire, égale mauvaise gouvernance, égale corruption. Donc, ils ont choisi effectivement les entreprises publiques pour avoir de l'argent. Mais malheureusement, les autres qui ne sont pas au gouvernement, qui n'ont pas ces moyens-là, alors que cette caution n'a pas sa raison d'être. Ce qui devait se faire, c'est quoi? On laisse tout le monde présenter sa candidature. Ce n'est pas à eux, belligérants ou députés des belligérants qui sont au pouvoir, à pouvoir dire aux gens de ne pas présenter leur candidature ou à les sanctionner à travers la caution, mais on doit laisser la population sanctionner
les candidats, que la population puisse dire, écoutez, il y a 1000 candidats qui sont présentés, mais parmi les 1000, nous avons en tout cas choisi pour le premier tour 2 ou 3. Un point, c'est tout. C'est la vraie démocratie. Oui, tout à fait. Toujours dans cet ordre d'idées, en lisant un de vos bouquins dont vous expliquez un peu votre parti, qui est le MDDSP, vous avez pris une citation de Napoléon que je voudrais que vous essayiez un peu d'expliquer au public. Vous dites, Napoléon, en son temps, ne disait-il pas que l'ambition du pouvoir dont on n'a pas la compétence est un crime? Et à Béchir de renchérir, il n'y a pas que le crime de guerre ou le crime contre l'humanité de la communauté internationale devrait désormais poursuivre et sanctionner, mais il y a aussi le crime des dirigeants politiques contre leur peuple, tel que l'incompétence, la méchanceté, contre la population, auquel il faudra ajouter la mauvaise gouvernance, le pillage des ressources naturelles, des deniers publics et consorts. Quand vous parlez des ressources naturelles du pays, donc c'est vraiment dans cette optique. Est-ce que vous pouvez un peu essayer d'expliquer aux téléspectateurs cette citation, s'il vous plaît? Oui, merci madame. Vous savez que l'Afrique, depuis l'indépendance, ça ne tourne pas parce que nous n'avons pas à la tête de certains pays, en tout cas, les chefs d'État ou les dirigeants qui ont la compétence, qui ont la science de l'État, qui ont la science de gestion de la chose publique pour pouvoir satisfaire les besoins des bases exprimés par notre peuple. Donc, quand un chef de l'État, quand un gouvernement ou quand des gouvernants n'ont pas la compétence de gérer la chose publique, souvent, que se passe-t-il? Si nous, comme nous prenons le cas de Sékou Touré à l'époque et d'autres dictateurs, paraît-il quand leurs conseillers allaient dire, écoutez, chef, il faut faire ceci ou se fait faire cela, eh bien, le chef se sentait tellement complexé vis-à-vis des conseillers éliminés, donc des conseillers très intellectuels qui les entouraient, de sorte que parfois, ils se mettaient en colère, ils écoutaient, lui, c'est quoi pour qui? Et parfois, ils les mettaient à mort ou parfois, ils les emprisonnaient. Donc, quand on n'a pas la compétence de pouvoir, dans sa tête d'abord, avant de recourir à ses propres conseillers, qu'en matière économique, je vais, ceci, cela, donc les idées pour d'abord développer économiquement votre pays, les idées pour pouvoir réformer l'administration publique, les idées pour pouvoir réformer le secteur culturel, les idées pour pouvoir réformer le secteur social. Quand vous-même, vous n'avez pas ces idées-là, effectivement, qu'on doit lire dans les livres spécialisés de gestion de l'État, dans les livres spécialisés de management public, dans les livres spécialisés d'organisation, de théorie d'organisation et d'autres ouvrages encore spécialisés, ouvrages qui ont été écrits grâce à l'expérience du terrain. Mais quand vous n'avez pas cette compétence-là, vous ne pourrez même pas suivre et contrôler vos propres conseillers. Donc, qu'est-ce qui se passera-t-il quand vos conseillers vont vous présenter n'importe quel dossier? Vous allez dire oui, oui. Or, celui qui a la compétence, effectivement, il prend le dossier de son conseiller et dit non, monsieur le conseiller, enfin, si c'est moi en tout cas, je prendrai le dossier de ce conseiller-là et je vais le corriger comme je corrige en tout cas le papier de devoir de mes étudiants. Je dis, monsieur le conseiller, je regrette, mais moi je suis spécialisé en économie. Si en économie, je dirais, écoutez, monsieur le conseiller, je regrette, mais ici en tout cas, il faut améliorer. Et que demain, si vous ne l'améliorez pas, eh bien, demain, je fous ce conseiller-là dehors. Donc, bref, un chef d'État ou des gouvernements en général doivent avoir en tout cas des compétences pour pouvoir diriger un peuple, pour pouvoir gérer tout un pays. Parce qu'il doit savoir, par exemple, quand on lui donne un dossier, il doit connaître le contenu de ce dossier. Est-ce que le projet qu'on lui présente contribue réellement au développement de son peuple, contribue réellement à la création des richesses de son peuple, ou c'est un dossier automatiquement qui contribue à enrichir les autres par rapport à son propre peuple, par rapport à son propre pays. Merci bien, professeur. Donc la compétence est une exigence de la première nécessité. Merci bien, professeur Niemba. Et parlons-en un peu de la liste, des listes cachées pour les candidats au Parlement. Vous ne trouvez pas, parce que franchement, ça pose vraiment des sérieux problèmes. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il n'est pas vraiment assez nécessaire que chaque candidat soit connu par les électeurs? Oui, effectivement, surtout au Congo-Kinshasa, où depuis 60, nous avons de vraies élections démocratiques et des élections qui d'ailleurs dérivent d'une guerre civile, d'une longue guerre civile de 5 années ou 6 ans. Et nous avons au Congo-Kinshasa des vrais criminels. Il ne faudrait pas que ces criminels puissent se retrouver dans une liste bloquée. Il faut qu'on laisse à la population ce choix-là. La démocratie, en tout cas, c'est le libre choix de gouverner, de choisir leurs gouvernants.
Donc, quand vous mettez dans le type d'élection proportionnelle, ce type de liste, effectivement, qui consistera à ce que vous allez voter uniquement par cette liste bloquée, le parti politique. C'est-à-dire que voilà, tel parti politique pour, par exemple, la circonscription de Maniema, quelque part de là, et voici les noms, ça ne compte pas, mais ce qui compte en tout cas, c'est le mouvement politique en soi, et vous votez globalement. Non, il faut laisser, par exemple, la population de Maniema, vous laissez la population de Bukavu, je ne sais pas, de Butembo, ou de Bakongo, ou de Katanga, enfin, de Kolwezi, ou de Bandundu, ou de Gekwit, de pouvoir choisir leurs vrais représentants, librement choisis, parce qu'eux-mêmes savent dire, ah, tel c'est l'enfant de tel. Ah, toi qui es venu il n'y a pas longtemps, tu as tué nos peuples, et vous allez dire demain nous diriger. Non, il faut laisser le libre choix à notre population à pouvoir choisir ses propres gouvernants. Donc, je crois que la liste qu'on appelle la liste ouverte est la mieux indiquée dans les cas du Congo actuellement. Souvent, on choisit des listes bloquées dans des grandes démocraties, oui, comme en Belgique, en France, parce que là, tout le monde connaît tout le monde. Donc, mais dans des pays comme le nôtre, d'ailleurs, qui sort d'une longue guerre, et où